Donc ici, sur les logiciels, on va distinguer plusieurs types de logiciels. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on enregistre une immobilisation pour les logiciels, il faudra distinguer les logiciels qui sont dissociables des logiciels qui ne sont pas dissociables. Et je m'explique, un logiciel est dissociable de la machine, c'est-à-dire de l'ordinateur, à partir du moment où je peux le prendre et l'installer sur un autre poste. D'accord ? Donc avec un CD-ROM ou un téléchargement, je peux le prendre et je peux l'installer sur un autre poste. Si par contre le logiciel, on ne peut pas le démembrer, comme Windows par exemple, l'enlever de la machine, entre guillemets, j'ai envie de dire, et bien là par contre, on ne va pas l'enregistrer en logiciel, mais on va l'enregistrer avec l'immobilisation, notamment de matériel informatique. Alors, on distinguera donc les logiciels autonomes qui sont capables d'être pris pour être déposés dans un autre ordinateur. Et donc ici, on va les enregistrer directement, on va les enregistrer dans un compte de 205 de logiciels lorsqu'on peut les déplacer. Dans le cas inverse, dans le cas contraire, on les enregistrera en 218.3 matériel de bureau et informatique puisqu'ils vont suivre l'immobilisation principale dans laquelle ils se trouvent. Donc, à chaque fois, par exemple, Windows, vraiment, c'est le cas typique. Windows, on va pas se casser la tête à essayer de valoriser le Windows. Tac, il est avec la machine et il marche avec cette machine, tout simplement. Donc, il est dans le montant brut du matériel informatique. Dans un deuxième cas, on va rentrer dans une situation où on va parler des logiciels créés et distinguer deux types de situations, les logiciels qui vont être créés pour être vendus ou qui vont être créés pour être utilisés par l'entreprise en interne. Donc dans le cas des logiciels qui vont être créés en interne, puisque je commence d'abord cette première partie, eh bien ici il faut respecter deux conditions. Il faut que le projet ait de sérieuses chances de réussite technique et surtout qu'il y ait une volonté, donc cette phrase il faut bien sûr à chaque fois la sortir si on vous le demande, qu'il y ait une volonté manifeste de produire le logiciel tout simplement par l'entité, d'accord ? Donc c'est très important pour pouvoir l'immobiliser. Enfin, s'il est créé en interne à usage commercial, les deux conditions changent un tout petit peu, toujours les sérieuses chances de réussite bien sûr, mais aussi il faut qu'elle ait manifesté sa volonté de produire le logiciel et de s'en servir durablement pour des besoins de clientèle cette fois. D'accord ? Donc voilà, tout simplement, c'est les deux conditions à respecter pour pouvoir immobiliser cet élément. Alors, si on regarde un petit peu, on va devoir intégrer que certains coûts, pas la totalité. Donc je vais laisser un peu plus de place. Hop, si on regarde un peu, voilà. Donc ici, il faudra intégrer juste certains coûts. Les études préalables ne pourront pas être intégrées dans la valeur de l'immobilisation, l'analyse fonctionnelle non plus. Par contre, l'analyse organique le pourra dans la phase conceptuelle. Tandis que dans les phases de production et de mise à disposition, on retrouvera la programmation pure et dure, les tests et enfin la documentation technique. Toujours, les formations d'utilisateurs et les suivis de maintenance ne pourront pas être intégrés dans la valorisation de l'immobilisation. Fiscalement, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça la particularité, c'est que fiscalement, on aura la possibilité de faire ce qu'on appelle la méthode de la déduction immédiate. Je pourrai déduire immédiatement le coût du logiciel, même si celui-là n'est pas terminé, et on verra comment on le fait puisqu'on utilisera la méthode de l'amortissement dérogatoire. Alors, regardons un petit peu ce traitement. L'enregistrement du logiciel se fera en 232 immobilisations en cours avec le 721. Donc les différents coûts sont intégrés et on envoie ça dans l'immobilisation en cours. On est à la fin de la première année de conception, on n'a toujours pas fini, donc ça veut dire que l'immobilisation va se faire sur plusieurs années. Ici, une fois que j'ai activé les coûts, je vais pouvoir procéder justement à une dépréciation éventuellement s'il y a besoin, mais c'est pas obligé. Donc là, il peut y avoir une dépréciation à faire, donc pas de problème. Mais enfin, je vais pouvoir procéder à la déduction immédiate, d'accord, des coûts engagés. Et cette déduction immédiate utilisera tout simplement le principe que vous pourrez envoyer en amortissement dérogatoire le montant exact qui a été incorporé dans l'immobilisation en cours. Donc là, vous le voyez, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire un amortissement dérogatoire pour le montant de la production activée sur l'exercice N. D'accord ? Ce qui signifie qu'il y a une connexion
hein, dans ce montant-là, le montant qui va être déduit ou pour lequel on va faire une dotation dérogatoire, sera bien le montant que j'aurai activé ici en 721 en production immobilisée au 31 décembre N. Éventuellement, il est possible que un échec soit constaté à la clôture, hein, et là, si c'est un échec, hein, il faudra passer un 675, l'immobilisation n'a pas encore été amortie, et on soldera le 232. On n'oubliera pas, bien sûr, de récupérer les amortissements dérogatoires que l'on vient de doter, mais bon, ça vient d'être fait, donc en général, si le projet fait l'objet d'un échec, on ne va pas passer du dérogatoire. Si vous l'avez fait, il faut les reprendre. À l'achèvement du logiciel, on soldera le 232, d'accord ? On va le mettre au crédit pour l'envoyer en 205. Ce 205, tout simplement, sera la valeur du logiciel et je vais bien sûr activer les coûts de N+1, d'accord ? C'est juste les coûts N+1 que je vais activer. À l'activation, on procédera justement aussi à l'amortissement dérogatoire, c'est la méthode de la technique, de la déduction immédiate, comme on le disait. Cette fois, les productions qu'on va déduire ou qu'on va doter, ça sera seulement les montants de l'année N+1, d'accord, de l'année suivante, d'accord. Donc ce que je viens d'activer juste là, et pas la totalité, ce que je viens d'activer ici. D'accord ? Et c'est cela que je mettrai tout simplement en dotation dérogatoire. C'est ce qu'on appelle la déduction immédiate. C'est la fameuse méthode dont je viens de vous parler tout à l'heure. Une fois le logiciel activé, on procédera à la reprise des amortissements dérogatoires et surtout, cette reprise, elle correspondra à quoi ? La différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal. Vous vous rendez compte que je viens d'amortir la totalité du logiciel avant même qu'il soit fini. Donc ça signifie que mes amortissements comptables, qui vont être obligatoires, que je vais devoir toujours faire, ces amortissements comptables seront supérieur à l'amortissement fiscal, puisque là le plafond ça sera 0 les années suivantes, puisque vous avez amorti fiscalement la totalité du logiciel, son coût au total. Donc on aura un amortissement fiscal les années d'après, les années où l'IMO est activé et amorti normalement. Et bien là on aura à chaque fois une reprise des amortissements comptables, puisque n'oubliez pas que l'amortissement comptable est passé chaque année. Chaque année on passe l'amortissement comptable. Donc, j'ai fait une petite synthèse sur cette idée-là, justement. Donc, l'amortissement des logiciels créés, tout simplement, il ne faut pas oublier que l'amortissement comptable sera effectué à chaque date d'achèvement. Je vous rappelle d'ailleurs, l'amortissement comptable est fait à la date d'achèvement du logiciel à chaque fois sur une certaine durée qui est donnée, une durée d'utilisation. Donc cet amortissement, si on a procédé à la déduction immédiate, cet amortissement à chaque fois, il faudra ne pas oublier de faire le dérogatoire, l'amortissement dérogatoire. Et donc souvent vous aurez cette fameuse écriture que je vous ai déjà mis là, qui est la reprise dérogatoire. La déduction immédiate, je suis en train de rappeler juste ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. La dotation dérogatoire sera bien sûr égale à la valeur totale du coût du logiciel moins les DADP. Bon, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, on va procéder au traitement des sites internet, et pour les sites internet, il faudra cette fois aussi distinguer les sites internet actifs des sites internet passifs. Un site internet actif est un site avec lequel il y a une interaction avec l'utilisateur. Ils sont utilisés par exemple pour faire des commandes, etc., acheter des éléments, payer, faire un suivi de clients, suivi des stocks, etc. Donc c'est un site internet dit actif. Ce site pourra faire l'objet d'une immobilisation, tandis que les sites internet passifs, c'est des sites dits statiques qui n'ont vocation qu'à être une vitrine de l'entreprise et à expliquer le produit ou ce que l'entreprise est ou peut-être où elle se trouve, mais on ne peut pas faire d'interaction, il n'y a pas d'utilité avec le site. Donc ici, c'est ce qu'on appellera un site internet passif, et c'est ce qu'on placera immédiatement en charge, puisqu'on ne pourra pas immobiliser cet élément, puisqu'il n'y a pas d'avantage économique futur attendu réellement, entre guillemets, avec le site. Donc je le répète, je synthétise, les sites internet passifs sont immédiatement comptabilisés en charge, tandis que les sites internet actifs ont la possibilité d'être activés en immobilisation. On distinguera encore ici 3 phases, une phase de recherche préalable, une phase de développement et une phase après acquisition. La phase de recherche préalable, tout comme les frais de R&D, la phase de recherche préalable ici ne permettra pas l'activation des frais en IMO. On les passera en charge puisqu'on est encore dans une phase entre guillemets de tâtonnement, on ne sait pas où on est, où est-ce qu'on va. Donc ici, pour l'instant, on le passera tout simplement en charge.
Dans un deuxième temps, on passera à la phase de développement et la phase d'exploitation. Et donc, à ce moment-là, je pourrais activer les éléments en IMO à partir du moment où je respecte encore les fameuses 6 conditions que l'on retrouve très souvent finalement, hein, et elles sont juste adaptées au site internet. Donc, le site internet a de sérieuses chances de réussite technique. L'entreprise a l'intention d'achever le site internet. L'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre le site. Le site permettra de générer des avantages économiques futurs encore. L'entreprise dispose des ressources appropriées. L'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses liées au développement du site. Donc, on voit bien, hein, l'idée, c'est respecter ces 6 conditions, respecter en fait la définition d'une immobilisation. Une fois que l'IMO est activé, on ne pourra plus passer augmenter la valeur de cette IMO, donc sa valeur brute, sa valeur d'origine, on ne pourra plus la changer, et donc tous les coûts qui seraient amenés après, ultérieurement, eh bien tous ces coûts-là passeront en charge. Aussi simplement que ça, hein, ils passeront en charge tout simplement, sauf si ces charges permettent tout simplement au site d'améliorer, d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, par exemple. Hein, et là, ça serait un nouvel élément, hein, d'accord, ou s'ils permettent justement, tout simplement, oui, voilà, d'apporter une nouvelle fonctionnalité ou plus d'avantages économiques futurs. Hein, justement, l'idée c'est ça. Hein. Avant, j'avais juste un site où je pouvais faire les envois des factures. Une bêtise, hein, et grâce à j'ai fait une nouvelle fonctionnalité, et là j'ai mis en place un site de e-commerce entre guillemets, où je dis une bêtise, hein, mais vous voyez, c'est une nouvelle fonctionnalité, des avantages économiques futurs en plus, etc. Et donc là, ça sera bien un élément immobilisable. Voilà à peu près pour les sites internet, hein, ce qu'il y a à retenir sur les 3 phases, 3 grandes phases: une phase de recherche préalable non immobilisable et amortissable, une phase de développement et d'exploitation qui, elle, fera l'objet d'une activation en immobilisation à partir du moment où les 6 conditions sont bien réunies, et une phase après activation qui entraîne un traitement en charge, sauf exception, en respectant les 2 conditions suivantes. Donc ici, hein, tous les éléments pourront être amortis, sauf un élément exceptionnellement, hein, et je vous l'ai mis là, c'est le nom de domaine qui se rapproche un peu du principe de la marque, etc. Donc le nom de domaine, lui, peut pas être amorti. Il pourra entrer dans la valeur de l'IMO, mais ne pourra pas être amorti. Donc à chaque fois qu'un amortissement devra être effectué, il faudra à chaque fois ne pas oublier d'enlever la valeur du nom de domaine, puisque on pourrait dire qu'il se rapproche d'une marque. Hein, c'est un élément qui est destiné à rester à long terme. C'est un peu comme le fonds de commerce aussi, puisque théoriquement c'est pas amortissable, hein, sauf exception, et on le verra tout à l'heure. Mais ici c'est un élément non amortissable, donc il faudra pas oublier d'enlever à chaque fois dans le calcul justement cette quote-part, cette partie-là qui concerne le nom de domaine. Voilà à peu près pour les sites internet. Hein. Vous avez un traitement qui est plutôt simple avec une production encore. On passera avec le 621 pour la production immobilisée. Hein. Vous pouvez le passer en 232 si une immobilisation en cours encore, hein, tout comme ce qu'on a vu un peu plus haut. Et on procédera à un amortissement très classique avec le 681 et le 2805.